Nouvel épisode, nouvelle salve de Est-ce que ça se peut? Je vous rappelle le principe, on se pose des questions que vous êtes déjà posées, ou alors pas du tout, mais bon, maintenant que j'en parle, vous avez vraiment envie de savoir. Bref, je pose des questions cheloues sur la santé, et j'y réponds. C'est pas compliqué, mais c'est cool. Bon, normalement, avec mes explications, vous avez capté le concept. Si c'est pas le cas, ce que je vous propose, vous retournez voir le premier épisode, comme ça vous allez vite comprendre. On va partir pour une série de questions, mais avant, le petit point sponsor de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Skillshare, ça veut dire partage de compétences. Et c'est hyper bien trouvé comme nom parce que figurez-vous que c'est exactement ça. Skillshare, c'est une plateforme de cours en ligne. Attention, pas des cours où il faut que tu aies pris ta douche, que tu sois bien coiffé et que tu sois prêt à l'heure où le prof se connecte. Des masterclass en vidéo. Donc vous pouvez les lancer quand vous voulez. Et vous pouvez même être en slip. Vous pouvez apprendre à monter des vidéos, vous pouvez apprendre à faire de la musique, à faire à manger, à faire des loisirs créatifs. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Et bien sûr, tout est sous-titré en français. Moi par exemple, je joue de la batterie et j'avais envie de reprendre des cours parce que bon, j'ai un peu perdu, on va pas se mentir. Et bah je suis tombé sur Ian Haïdar. C'est une super batteuse que j'aime beaucoup et que je suis depuis un petit moment sur Instagram. Et bah là, elle a fait une 40aine de vidéos avec des exercices et elle donne même des conseils si jamais je voulais devenir batteur pro. Voilà, je suis sûr que vous aussi vous allez trouver votre bonheur. Je vous ai mis un lien dans la description qui vous donne un mois d'essai gratuit sans limitation. Donc vous avez accès à tous les cours de la plateforme et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien et hop. Voilà, merci pour votre attention. Avant de commencer, je vous rappelle juste une petite astuce qui a son importance. Parfois, je vais montrer des images des cas dont je parle. Avant de les afficher, je vais mettre ce son. Comme ça, vous aurez le temps de fermer les yeux si vous n'avez pas envie de voir ça. Et une fois que l'image aura disparu, je mettrai ce son. Comme ça, vous pourrez rouvrir les yeux. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez hop, maintenant on y va. Première question. Est-ce que ça se peut de ne jamais faire caca? Alors, à votre avis, il y a des gens qui transpirent pas, on appelle ça l'anhydrose. Il y a des gens qui produisent pas du tout de salive, on appelle ça une ascialie ou un aptialisme. On peut aussi ne jamais faire pipi, dans le cas d'une insuffisance rénale. Là, on appelle ça une anurie. Mais est-ce qu'on peut avoir une afécalie, dans le cas d'une insuffisance intestinale? Eh ben la réponse est non. Si vous faites pas caca, si vous faites pas pipi, c'est pareil, vous me direz. Mais il y a des moyens de remplacer les reins, alors que les intestins, non. Alors, il y a des gens qui ont des colostomies. Vous savez, les fameux anus artificiels dont je vous ai déjà parlé. Mais techniquement, ils font caca. Juste, ils font caca autrement. Et puis vous allez me dire... Oui, mais si on mange rien, on fait pas caca? Alors, oui, c'est vrai. Mais statistiquement, si vous mangez rien, vous survivez 3 semaines. Et après... Sauf si on a des perfusions. Oui, mais les perfusions, c'est temporaire. Et à l'hôpital, par exemple, dès qu'on peut, on refait fonctionner le tube digestif. Donc on refait caca. Sauf si... Bon, on peut se tutoyer? T'es lourd. À part dans des cas très particuliers et temporaires, tout le monde fait caca. Plus ou moins souvent, mais tout le monde fait caca. Il y a bien des maladies comme la maladie du Hirschsprung, qu'on appelle aussi le mégacolon congénital. Attention, un mégacolon, c'est pas ce vieux gars qui adore s'installer dans un pays et décider que c'est le sien et que c'est mieux pour les gens qui habitaient là avant et à qui il a tout volé. Non. Rien à voir, aucun lien. Le mégacolon congénital, c'est une maladie des nerfs des intestins qui donne une constipation chronique et une occlusion. Mais même dans ces cas-là, il n'y a pas à tortiller. À un moment ou à un autre, il faut que ça sorte. D'ailleurs, en 2017, il y a des chirurgiens en Chine qui ont dû retirer 13 kilos de matière fécale du côlon d'un patient qui avait cette maladie. Ça fait du monde, hein? Vous n'étiez pas à table, j'espère. Ne faites jamais ça. Est-ce que ça se peut d'avoir plusieurs rangées de dents, comme les requins? Un requin, ça vous parle? Pigeon. Oui, enfin pas littéralement, je veux dire un requin, vous voyez ce que c'est. Bon bah les requins, ils ont plusieurs centaines de dents, selon les espèces, qui repoussent à chaque fois qu'elles tombent, ce qui permet de faire des bijoux magnifiques, par exemple. Mais en plus, les requins, ils ont plusieurs rangées de dents, les unes derrière les autres. J'ai mis le son parce qu'il y a des gens qui ont peur des requins. Donc, vous avez vu, c'est impressionnant quand même. Hyper pratique pour ouvrir des bières. Non, ne faites pas ça. Sauf si vous êtes un requin, évidemment, vu que ça repousse. Mais chez les humains, avoir plusieurs rangées de dents comme ça, est-ce que c'est possible? À part si vos dents définitives commencent à pousser avant que vos dents de lait soient tombées, je veux dire. Bah oui, ça se peut. Normalement, quand on est enfant, on a 20 dents, et quand on devient adulte, on en a 32, en comptant les dents de sagesse. Mais ça arrive que des gens en aient plus, ça s'appelle une polydontie. Non, polydontie, plutôt. Ah. Ou hyperdontie. En gros, ça veut dire qu'on a des dents en trop. Elles peuvent avoir une forme normale ou une forme différente. Parfois, elles poussent pas, elles restent à l'intérieur, et elles peuvent empêcher les dents normales de pousser et de se placer correctement. Mais parfois, elles poussent. Alors, ça, c'est une radio, vous voyez, il y a plein de dents partout, là. Parce que normalement, c'est à ça que ça ressemble. Et donc, en vrai, ça donne ça.
ou ça, ou ça. Mais là, pour le coup, je veux pas trop m'avancer, hein, mais je pense que c'est un fake. Avoir autant de dents que ça, oui, ça existe, mais pas disposé comme ça. En 2014, en Inde, il y a des médecins qui ont retiré 232 dents de la bouche d'un adolescent de 17 ans. 232. 200 de plus que la normale. Mais elles n'étaient pas implantées comme ça n'importe où sur le palais, elles étaient dans une tumeur qui se trouvait sur sa mâchoire. Et c'est même pas le record parce qu'en 2019, en Inde toujours, c'est 526 dents qui ont été retirées d'une tumeur de la mâchoire chez un enfant de 7 ans. Ça s'appelle un odontome. Mais d'après le Guinness Book, le nombre de dents qui ont effectivement poussé à l'extérieur, c'est 41. Pas de quoi terroriser toute une plage, mais ça fait beaucoup quand même. Est-ce que ça se peut de briser du verre en chantant très aigu? Vous avez déjà entendu chanter très aigu le footballeur David Trezeguet? Vous avez déjà entendu dire qu'on pouvait briser du verre en chantant très aigu? Alors, est-ce que ça se peut? Quand on donne une pichenette sur un verre, il se met à vibrer. Cette vibration, ça donne un certain nombre d'oscillations par seconde qu'on mesure en hertz. Et pour casser un verre, il faut le faire vibrer à cette fréquence précise. Il y a des scientifiques qui ont fait cette expérience en vidéo, je vous mets le lien dans la description. On peut faire ça avec un son, du moment que le son est bien à la bonne fréquence. Le son, il va faire vibrer le verre, ça se verra pas forcément à l'œil nu, mais ça va le déformer. Et vu que le verre c'est fragile, au bout d'un moment... Donc oui, on peut casser un verre avec du son, et vu que la voix c'est un son... Ah, bah oui mais bon... Déjà, vous avez vu, il faut tenir le son un certain temps avant que ça pète. Mais surtout, pendant tout ce temps, il faut que le son soit toujours exactement à la bonne fréquence. Il faut que le son soit ultra pur. Et ça, la voix humaine, elle en est pas capable. Même les plus grandes voix du monde. Donc non, ça se peut pas de casser un verre en chantant. Même très aigu. Est-ce que ça se peut de faire une fart attack? Alors, bon, là déjà, avant de commencer, je vais peut-être donner un petit peu de contexte pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est une fart attack. Est-ce que vous connaissez la série Parks and Recreation? Si vous connaissez pas, c'est pas grave, vous allez comprendre. Mais franchement, vous devriez regarder parce que c'est trop bien. Dans l'épisode 5 de la saison 5, qui s'appelle Halloween Surprise, Leslie et Anne, qui sont deux des personnages principaux, font peur à un autre personnage qui s'appelle Jerry. Et là... Passé la surprise, le diagnostic finit par tomber. Guys, Oh God. Oh, I think he might be having a heart attack. What? Jerry fait une crise cardiaque. Mais vous avez remarqué, son problème cardiaque, là, il a des manifestations un peu particulières, donc on affine le diagnostic. Jerry had a fart attack. Fart attack, c'est la contraction de heart attack, qui veut dire crise cardiaque dans la langue de Britney Spears, et de fart, qui veut dire prout. Une crise de prout, ça sonne mieux en anglais. Alors, est-ce que c'est possible de faire une crise de prout? Est-ce que c'est possible de faire une fart attack? Quand on fait un infarctus du myocarde, c'est le vrai nom de la crise cardiaque. À ne pas confondre avec l'infarctus mésentérique, c'est la même chose au niveau de l'intestin. C'est pas le sujet, on en reparlera. Quand on fait un infarctus du myocarde, donc, on a tout un tas de signes différents, y compris au niveau digestif. Mais là, on parle plutôt de nausées, vomissements, etc., voire des rots, mais rarement des proutes. Donc bon, c'est pas que ça se peut pas, mais disons que c'est vraiment pas typique. Par contre, un truc qui existe, c'est le syndrome de Romheld, qu'on appelle aussi le syndrome gastrocardiaque. En gros, c'est quand on a une accumulation de gaz intestinaux, pour différentes raisons, que nos organes digestifs sont très gonflés et que du coup, ils appuient sur le cœur et aussi parfois sur un nerf qu'on appelle le nerf vague. En gros, c'est un nerf qui déclenche des malaises. Et du coup, les signes, ça donne ça, un sentiment d'anxiété généralisée, du mal à respirer, le cœur qui bat vite, des palpitations, des troubles du rythme cardiaque, l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, etc., etc. Vous avez capté des signes de crise cardiaque. Sauf qu'en fait, non, pas du tout, c'est juste des proutes. Donc si ça vous arrive, dans un premier temps, vous pouvez essayer de péter. Mais quand même, n'hésitez pas à appeler le 15. Parce que quand on a un doute sur un infarctus, il faut toujours faire ça. C'est une urgence. Le SAMU, il peut commencer le traitement chez vous avant de vous transporter. Et dans ces cas-là, chaque minute de gagner, c'est une chance de plus de ne pas avoir de séquelles. Est-ce que ça se peut d'être allergique à la musique? Oui, je sais ce que vous vous dites. Bah oui, non, mais là, non, n'importe quoi. C'est trop facile. Quoi? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Stacy Gale. On est dans les années 2000, dans le Queens, à New York. Stacy vit sa vie, entre ses potes, les concerts où elle aime bien aller, et l'église où elle chante dans la chorale. Tranquille. Mais un jour, Stacy commence à faire des malaises. Elle perd connaissance et elle convulse même. Et personne comprend pourquoi. Les médecins lui font passer des examens, mais ils comprennent pas ce qui déclenche ces malaises, qui continuent. Et puis un beau jour, Stacy a un barbecue avec des amis, elle fait un malaise, elle convulse, et quand elle se réveille, bingo!
elle comprend. Elle se souvient de la dernière chose qu'elle a entendue avant de perdre connaissance. Une chanson, Temperature de Sean Paul. Et là, tout d'un coup, tout s'éclaire, elle se souvient que plusieurs fois avant ses malaises, elle avait déjà entendu cette chanson. Bon, alors vous allez me dire... Ah bah moi aussi, hein. À tout moment, si on me met du Sean Paul à un barbecue, je me mets à convulser directement. Attends. Oui, je vous comprends, mais souvenez-vous qu'on est dans les années 2000. Et sachez que Stacy adore Sean Paul, donc ça colle pas. Suite à ça, Stacy, elle est intimement persuadée que c'est Sean Paul le responsable, mais elle n'ose pas en parler à ses médecins, pour des raisons assez évidentes. Je suis pas folle, vous savez. Les médecins, eux, ils veulent comprendre, et ils finissent par hospitaliser Stacy pendant plusieurs jours pour lui faire passer un examen en continu. Ils lui mettent des électrodes sur le crâne pour enregistrer son électroencéphalogramme, ils la filment en permanence pendant plusieurs jours pour voir ce qui déclenche ces crises. Sauf qu'il ne se passe rien. Stacy ne fait pas de crise. Les médecins tentent des trucs pour essayer de les déclencher, mais rien. Jusqu'au moment où Stacy en a marre et qu'elle décide de tenter un truc. Elle prend son iPod, souvenez-vous qu'on est dans les années 2000, elle met Temperature de Sean Paul et elle convulse. 3 fois. Les médecins finissent par accepter l'évidence et ils lui diagnostiquent une épilepsie déclenchée par la musique. Une forme rare, avec une centaine de cas dans le monde à peine. Par la suite, Stacy va se rendre compte qu'il y a d'autres morceaux qui peuvent lui déclencher des crises, comme Umbrella de Rihanna par exemple. Et puis, ça va toucher de plus en plus de styles de musique différents. Les médecins ne comprennent pas exactement pourquoi c'est la musique qui déclenche des crises dans ces cas-là. L'épilepsie, on sait que c'est des neurones un petit peu trop sensibles qui balancent leur influx électrique tous en même temps. Mais là, c'est quoi exactement qui les déclenche? Est-ce que c'est les sons? Est-ce que c'est le tempo? Est-ce que c'est le caractère répétitif? Est-ce qu'il y a une composante émotionnelle? Oui, parce que Stacy s'est rendu compte que les styles musicaux qui déclenchaient pas de crise, en général, c'est ceux qu'elle aimait pas trop. En tout cas, les médecins finissent par lui proposer de faire un petit tour au bloc pour une opération du cerveau. Et après ça, Stacy rentre chez elle après quelques jours sans crise. Donc, ça a marché. Au début, en tout cas. Moi, depuis, perso, j'ai pas trop de nouvelles. Puis de toute façon, on n'entend plus trop Sean Paul, donc... Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a autant plu que le premier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai bien reçu vos questions pour les prochains. Continuez à m'en envoyer à questiondtc@gmail.com. Et surtout, abonnez-vous à mes réseaux sociaux parce que je vais répondre à certaines de vos questions là-bas aussi. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Et moi, je vais chez le coiffeur parce que là, je ressemble à Philippe Gildas. Allez.